Je vous ai pris cet exemple parce que c'est un exemple qui m'a marqué, c'est quelque chose qui m'a marqué et c'est assez parlant en soi. Donc c'est une scintigraphie post-dose. J'imagine que vous êtes tous d'accord que ça, ce sont des fixations physiologiques. J'imagine que là, vous êtes tous d'accord que c'est la loge thyroïdienne. Ici, ça pose un souci, c'est une petite fixation antérieure, médiastinale haute. On peut penser que c'est un ganglion, probablement. Et ici, les glandes salivaires et la cavité buccale. Effectivement, quand on fait le SPECT-CT, ça vous donne ici, évidemment, la loge, ça c'est bon. Alors, ne cherchez pas forcément sur les images scanners, ce ne sont pas des scanners forcément qu'on a fait pour ça, ne cherchez pas forcément à trouver le bout de parenchyme thyroïdien, on s'en fout à la limite. On sait que ça se projette dans la loge, que c'est un reliquat, parfois c'est 2 mm, 1 mm, 3 mm, on s'en fout. C'est dans la loge, c'est l'information qui nous intéresse. La deuxième fixation, et on pensait que c'était un ganglion, c'est en fait le sternum. Et donc évidemment, la conduite à tenir après n'est pas la même entre un ganglion et une fixation sternale. Et en plus, c'est une petite fixation, donc on peut espérer que cette patiente, on va la guérir. Et là où ça nous a un peu surpris, c'est cette fixation-là, qu'on aurait pu prendre facilement pour un amalgame dentaire. Vous savez que les amalgames dentaires fixent beaucoup, et qui en fait correspond à une localisation vertébrale. Et ça, c'est vrai que ça vous apporte de l'eau à votre moulin, ça vous permet de vous projeter dans l'avenir avec votre patient et de dire que cette patiente-là, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire à ce niveau-là, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'on va retraiter avec de l'iode? Est-ce qu'on va donner 100 millicuries, 150 millicuries, 200 millicuries parce que c'est de l'os? Et donc ça vous permet d'avancer. Si en plus vous faites du FDG et que ça ne fixe pas le FDG, vous dites que c'est quand même un cancer qui reste bien différencié. Donc on a des chances de soigner cette patiente avec de l'iode radioactif. La scintigraphie diagnostique, moi j'en avais beaucoup fait quand j'avais des cheveux qui n'étaient pas blancs. Mais maintenant on n'en fait plus. Vraiment plus, si on en fait 5-10 par an, c'est un grand maximum. Et on a quand même gardé dans les recommandations ces lignes-là en disant que ça peut être intéressant quand on a des anticorps antithyroglobulines, parce que la thyroglobine peut être prise en défaut, et que ça peut aider éventuellement également à l'interprétation sur une image échographique, pour préciser quelques foyers, mais quand on a le SPECT-CT, franchement, on sait ce qui a fixé et où ça a fixé. Donc, bon. Mais on peut toujours la faire, ça ne mange pas de pain. J'ouvre juste une parenthèse parce que dans des situations qu'on rencontre, parce qu'on dit par exemple un patient a une thyroglobuline à 5, à 6, à 10, qui n'a rien à l'échographie, on va lui faire une scintigraphie diagnostique pour voir s'il y a quelque chose. Je crois qu'il serait plus pertinent à ce moment-là de donner une activité thérapeutique et de faire une scintigraphie post-thérapeutique qui est plus sensible et qui vous apportera certainement plus d'informations. Et si, avec votre 5 ou 10 de TG, la scintigraphie post-dose ne fixe pas, vous pouvez dire que s'il y a maladie, c'est une maladie iodo réfractaire qui ne fixe pas l'iode, donc vous allez plus envisager de la chirurgie, etc. Et donc ça vous permet d'avancer. Mais faire une scintigraphie diagnostique avec 5 millicuries qui ne vous apporte pas de valeur prédictive négative forte, à mon avis, après ça n'engage que moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Le FDG est arrivé. Bon, je pense que, comme vous, on a attendu, en France, on a attendu longtemps avant d'avoir des TEP dans les centres. Donc la frustration, je la connais. On se disait, mais pourquoi ils font ça en Allemagne, pourquoi ils font ça ailleurs, et nous, on n'a pas de TEP. Voilà. Donc on a vu arriver le TEP, ça nous a pas mal aidé en thyroïde. Et probablement pas en initial, parce que ça n'apporte pas beaucoup de choses, sauf pour les maladies agressives. Mais dans la récidive, c'est très intéressant, et dans la métastase également. Et l'information, j'insiste sur ce point, finalement, l'information au-delà du diagnostic, la TEP-FDG, je pense que c'est un peu valable un peu partout, dans tous les cancers, mais en thyroïde, c'est très intéressant sur la valeur pronostique de la maladie, de l'examen. Alors, ça, c'est notre machine quand on la déshabille. Vous voyez bien, il y a vraiment, pour ceux qui doutent, il y a vraiment deux machines associées. Et en situation initiale, on a dit que quand il y avait un profil finalement de maladie agressive, c'est intéressant de faire la TEP. Ça peut vous apporter des informations, par exemple sur des métastases pulmonaires qui fixent l'iode et qui ne fixent pas le FDG, et ça peut vous amener à poursuivre un traitement par l'iode radioactif parce que vous savez que c'est une maladie bien différenciée. Donc c'est surtout pronostic à ce niveau-là, mais si malheureusement vous avez un patient qui arrive et que vous avez des métastases pulmonaires qui ne fixent pas l'iode et qui fixent exclusivement le FDG, là également vous allez mouliner vers plutôt des thérapies ciblées que de continuer à traiter par l'iode radioactif. Alors, en diagnostic de récidive, c'est une imagerie très intéressante parce que
quelque part, je crois que ça apporte des informations supplémentaires par rapport à l'échographie. Vous pouvez très bien avoir un ganglion dans le cou que vous avez ponctionné qui est malade. Vous avez la certitude, thyroglobuline, cellules cancéreuses dans la cyto, etc. Mais avant de l'envoyer chez le chirurgien, je crois que c'est intéressant de lui faire la TEP parce que des fois, on voit des aires ganglionnaires qu'on n'a pas pu identifier correctement à l'échographie, qui fixent le FDG et qui pourraient changer le protocole chirurgical. Et parfois, on a des surprises. Évidemment, pour vous épater, c'est comme ça, mais c'est ce qui permet parfois de réfléchir. C'est un médecin biologiste qui a été pris en charge en 2009, qui se surveillait en dehors du bilan qu'on lui avait fait en 2010, je crois, sous thyrogène qui était en rémission complète. Il se surveillait sa thyroglobuline et ses anticorps anti-thyroglobulines tout seul. Et puis il a vu apparaître un petit truc ici dans le cou qui ne lui plaisait pas. Il est allé voir son copain radiologue qui lui a fait une échographie et dit oui, c'est effectivement très suspect, etc. Il est venu me voir en consultation. Donc je lui ai refait le bilan sous LT4 et sous thyrogène pour aller, parce que c'était un médecin, c'était un confrère, il veut, voilà, etc. Mais en fait, ça ne nous a pas apporté des informations supplémentaires, le thyrogène. Mais on avait quand même une thyroglobuline qui était indosable, des anticorps négatifs. La ponction disait que c'était bien un nodule avec des cellules cancéreuses. Et on a dit, bon, on va l'envoyer chez le chirurgien pour lui enlever ce petit nodule de la loge, etc. Et je me suis dit quand même qu'on pourrait lui faire, c'est un médecin, il faut toujours se méfier des médecins quand ils viennent consulter. On lui a fait un TEP. Et sur le TEP FDG, on avait cette fixation qui nous a beaucoup embêtés en se disant c'est pas normal, évidemment, il y a une lise ici, c'est un truc qui fait 4 cm. On a dit on ne pouvait pas l'acheter parce qu'en plus chez lui, il n'y a ni la TG ni les anticorps anti-TG, donc on ne sait pas, ça peut être un autre cancer. On lui a fait quand même une biopsie et ça répand métastase de son cancer de la thyroïde. Évidemment, on a mis entre parenthèses le petit nodule du cou et on s'est occupé de sa métastase. Je l'ai discuté en RCP, on l'a opéré et actuellement on l'évalue, mais il a eu chirurgie et rayon et on est en cours d'évaluation. Ce deuxième patient, à l'autre sens, c'est un chef d'entreprise qui a été opéré, il est suivi, il n'est jamais revenu depuis 2002, je crois, ou un truc comme ça. Et puis, il est diabétique, son endocrinologue lui surveille son diabète, il dit, tiens, vous avez un cancer de la thyroïde, peut-être qu'il faudrait doser la thyroglobuline. Effectivement, il avait une thyroglobuline à 36, mais il a regardé dans ses papiers, je crois qu'il avait une thyroglobuline à 4,7 quelques temps juste avant. Et on s'est dit, ça ne se présente pas bien chez ce patient. On a fait une échographie. Le collègue me dit, il y a des ganglions, j'en ai ponctionné, il faut le reprendre. Il a plein de ganglions dans le cou, on va l'opérer. Je dis quand même, ce serait bien de lui faire une TEP FDG avant. Et bon, ce qu'on a vu en TEP, on l'aurait vu en imagerie en coupe. Il y a pas... Mais quand j'ai vu ce patient après la TEP, je lui ai donné le résultat. C'était un peu compliqué, mais vous voyez la maladie encore une fois, la thyroglobuline n'était pas extraordinairement élevée, 36, pour une maladie aussi agressive. Et donc, il est sous chimio, sous lenvatinib. Dans la situation métastatique, la TEP-FDG va permettre de faire la part des choses entre ceux qui fixent l'iode et ceux qui ne fixent pas l'iode. Donc, c'est une valeur pronostique, mais elle va vous permettre aussi de faire un bilan d'extension plus complet. Et souvenez-vous de ce travail qui a été publié maintenant il y a un moment, en 2006, qui montre bien la différence entre les patients qui fixent l'iode et qui ne fixent pas le FDG ou qui fixent les deux, etc. Et ce schéma est très intéressant. Et donc, l'apport de la TEP-FDG va être essentiellement pronostique et va permettre aussi, c'est ce qu'on a, nous, l'avantage qu'on a par rapport aux autres imageries, c'est de faire ce corps entier qui vous donne d'un coup, en un seul coup, l'étendue de la maladie. On a vu, par exemple, avec la TEP-FDG, on a vu qu'il y avait beaucoup de fixations musculaires qu'on ne voyait pas forcément en imagerie en coupe standard parce qu'on ne cherchait pas ces fixations-là, ces maladies. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de métastases musculaires dans la thyroïde. La thyroglobuline reste vraiment le pilier de la prise en charge du cancer de la thyroïde. Et j'ai mis cette diapositive parce que ça me paraît intéressant. Je ne sais pas quel est l'état de l'utilisation du thyrogène en Algérie, mais en tous les cas, c'est intéressant à deux titres. La première, c'est bon, d'abord le basique, c'est quand vous faites la TGCAJ5, on est d'accord. Et surtout, cette courbe de fixation de l'iode qui est intéressante, ça veut dire que quand vous allez traiter avec de l'iode radioactif ces patients, vous allez les traiter à J3. Donc J1, c'est la première injection, J2, la deuxième injection, à J3, vous allez donner de l'iode radioactif. Et
quand on est en situation métastatique, la discussion qu'il y a actuellement pour les défendeurs du tyrogène dans la situation métastatique, ceux qui défendent le tyrogène et qui disent qu'il faut utiliser le tyrogène et ne pas le sevrage, c'est aussi cette courbe-là, parce qu'on imagine que votre malade est suffisamment stimulé pour faire rentrer de l'iode dans les cellules cancéreuses, mais que la stimulation par la TSH est courte. Donc la demi-vie de la TSH est courte. Vous avez ici de plusieurs centaines d'unités de TSH, et ici vous avez 25, 15 J5. Donc ça veut dire que la maladie, on l'a suffisamment stimulée pour faire rentrer de l'iode dans la cellule cancéreuse, mais qu'on ne va pas stimuler comme dans le sevrage, parce que dans le sevrage, vous avez une courbe qui va monter et qui va rester longtemps. Donc votre maladie métastatique est stimulée pendant longtemps. Donc les défenseurs du tyrogène, que je suis un peu, pas parce que pour des raisons de commerciales, mais pour des raisons par rapport à la stimulation de la maladie, je pense que l'intérêt, si on doit en retenir un, c'est celui-là. Après, évidemment, il y a la radioprotection, mais moi, je ne suis pas un ayatollah de la radioprotection. Je pense que quand il faut traiter quelqu'un, il faut le traiter. Quand il faut l'irradier, il faut l'irradier. Justification, optimisation, limitation, c'est les pieds de la radioprotection. Si on respecte ces règles-là, après, quand il y a quelqu'un qui est malade, il faut lui faire ce qu'il faut. Mais il ne faut pas faire des examens inutiles. Alors, les dosages de TG, on a insisté dans cette recommandation sur le fait d'avoir, si possible, des techniques ultrasensibles. Vous savez qu'il y en a deux maintenant qui sont largement utilisées, une Roche et une, je ne sais plus quoi. Donc, il y en a une qui a une sensibilité à 0,1 et l'autre à 0,04. Et ce serait bien d'utiliser ces trousses-là parce qu'on arrive quand même à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et c'est toujours intéressant de savoir s'il reste quelque chose ou pas. Au moins calibré sur la norme internationale CRM 457. Et si on doit comparer des patients, c'est bien de garder le même kit de dosage, éventuellement, voilà, et toujours associé aux anticorps anti-TG. C'est une recommandation forte. Et on a fait cette recommandation, mais c'est un sujet qui est encore en débat, qui est encore débattu, etc., sur le fait qu'il y a une offensive, entre guillemets, des désescalades thérapeutiques en disant si vous avez un patient qui a un cancer de la thyroïde, si vous lui faites une TG post-opératoire, et en particulier un petit peu à distance de la chirurgie pour éliminer toute la thyroglobuline circulante, si cette thyroglobuline est négative, et si en plus l'échographie est strictement normale faite par un expert, il n'y a pas besoin de donner de l'iode radioactif. Nous, on est un peu opposé à ça parce qu'on considère que la TG n'a pas obligatoirement cette valeur-là, cette capacité de valeur prédictive négative. Et pour un peu apporter un peu de l'eau à mon moulin, j'ai piqué cette diapositive à David Tayeb. Donc c'est un T3 de 50 mm. Il a traité en hypothyroïdie, moi je l'aurais traité en tyrogène. Et il a ce patient 1,9 de TG, 100 millicuridios 131, scintigraphie post-dose, balayage corps entier antérieur, postérieur. Vous voyez cette fixation qu'on pourrait parfaitement qu'on pourrait suspecter comme étant une contamination. Mais enfin, comme on la voit sur la face postérieure, vous êtes d'accord que ce n'est pas forcément une contamination. Si c'était une contamination, on l'aurait moins bien vu, elle aurait été atténuée en face postérieure. Peu importe, il lui fait le SPECT-CT, c'est une authentique métastase osseuse, il a retraité, il a fait une scintigraphie post-dose, il n'y avait plus de fixation. Et c'est une TG à 1,9. Bon, c'est toujours les histoires de chasse. Ce n'est pas à travers une histoire de chasse qu'on va dire non, il ne faut pas. Mais quand même, garder la vigilance. Dans la désescalade, garder la vigilance. Ne pas perdre la vigilance. Et voilà. Donc, pour les anticorps, on est tous d'accord que vous avez une immunité mémoire, et si c'est une immunité mémoire liée à une thyroïdite antérieure, ces anticorps vont diminuer dans le temps. Et si ces anticorps ne diminuent pas dans le temps, et si a fortiori, il remonte dans la courbe, il y a vraiment une suspicion de récidive. Il n'y a pas photo. Et moi, j'avais fait un travail sur les anticorps, et c'est vraiment plutôt, ce serait même plutôt des maladies plutôt un peu agressives. Et la vraie difficulté des anticorps anti-TG, c'est qu'il faut les doser avec la même trousse. Parce que vous avez, je ne sais pas combien de trousses il y a dans le commerce, je ne sais pas combien il y en a en Algérie, mais en France, on en a plusieurs. Des patients arrivent avec des taux d'anticorps différents. Il ne faut pas se balader d'un laboratoire à un autre, mais il faut vraiment garder à l'esprit que si on veut comparer de manière rigoureuse, il faut comparer entre des trousses. Et ne pas hésiter, par exemple, moi, dans notre centre, quand on a déménagé, on a changé de trousse d'anticorps anti-TG, et bon, on conserve les sérums, donc voilà, mais ne pas hésiter à faire redoser par la même trousse éventuellement si vous trouvez un laboratoire qui fait la trousse en question. Alors schématiquement, vous avez opéré votre malade, le malade a été opéré, vous lui avez donné de l'iode radioactif. Cette consultation à 3 mois nous paraît
enfin, c'est quand même le classique, je pense que ça correspond peut-être aussi à avec votre pratique. Là, plus ou moins écho, moi je ne la fais pas forcément à ce moment-là, parce que je considère que ça n'apporte pas grand-chose, ça peut angoisser des malades pour rien, sauf si vraiment j'ai dans la tête, la scintigraphie post-dose m'a montré un ganglion en latéral, je fais revenir le patient à 3 mois, je lui fais faire une écho d'expert en disant, voilà, il a une fixation en face d'un ganglion, je voudrais que tu me regardes, est-ce que tu me dis s'il y a des ganglions, s'il y en a un, tu le ponctionnes, on va peut-être le réopérer parce qu'il n'a pas eu du curage à ce moment-là, à cet endroit-là. Mais je ne fais pas beaucoup, voilà. Ça permet également d'équilibrer le traitement hormonal. Par contre, à 1 an, alors la tendance, c'est tous les faibles risques, on ne stimule pas avec le thyrogène, pour les autres, on stimule. Et là, à ce moment-là, effectivement, moi je fais le complet, échographie. Et là, pourrait y avoir, évidemment, pour ceux qui gardent la scintigraphie à l'iode 131 avec une dose traceuse, il n'y a pas de raison. Hein, il n'y a pas de, voilà, si on estime qu'elle est intéressante, on peut la faire à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est cette réflexion à travers ce bilan-là, c'est que si votre patient est en rémission complète, vous passez vraiment sur une autre façon de gérer ce patient dans le suivi, en termes d'examen et surtout en termes de freination. Et si votre patient n'est pas en rémission complète, il va falloir évaluer son risque, de le restadifier, c'est le travail de l'équipe de New York, de Total. Et c'est intéressant parce que si vous avez ici classé sur cette série, ils ont classé donc faible risque, risque intermédiaire, risque élevé, quand ils sont en rémission complète, pour les patients qui avaient 66% de risque de récidive, vous voyez qu'ils passent à 14%. Pour les patients qui avaient à 18%, ils passent à 2% et 3%. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous donne vraiment, ça ouvre l'autoroute, quoi. Vous avez passé le péage et en avant, vous roulez vers la mer, le ciel est bleu. C'est différent. Par contre, si malheureusement vous n'avez pas de rémission complète, et là aussi, bon, pour votre patient, c'est une information très intéressante parce que vous allez modifier votre façon de voir les choses, parce que vous voyez que là, par contre, on va grader les choses, puisqu'on passe de 3% à 13%, on passe de 18% à 41%, de 66% à 79% dans ce travail. Je crois que c'est intéressant aussi de tenir compte de ça et d'envisager la suite de manière différente. Alors, nous, on avait publié ça et on avait considéré que on pouvait être globalement, de manière assez caricaturale, hein, c'est simplifié pour que ça puisse être un peu pratique et facile à gérer. On a considéré que si on avait une maladie biologique sensible, qu'elle soit morphologique, scanner, écho ou métabolique, iode ou TPFDG, on était en situation de surveiller plutôt, de regarder ce seuil de TG, soit en basal, soit en stimulé, et on a donné quelques repères. Alors franchement, c'est moi qui avais fait cette partie dans le groupe, et j'ai cherché la biblio, et vous ne pouvez pas trouver des choses extraordinaires qui vous disent 5 c'est bien et 10 c'est pas bien. Mais globalement, c'est un peu pour avoir un ordre d'idée. On s'est dit qu'à moins de 5 en stimulation thyrogène ou à moins de 10 en sevrage, on pouvait plutôt surveiller. Et à plus de 10, on pouvait donner un deuxième traitement ou un troisième traitement selon les situations et utiliser du coup la scintigraphie post-dose, utiliser la scintigraphie post-dose en scintigraphie diagnostique et thérapeutique. Parce que si ça fixe, vous êtes sur la bonne voie. Si ça ne fixe pas, bon, ben vous savez que malheureusement pour ce patient, l'iode ne lui apportera pas grand-chose. Et la surveillance de la cinétique nous a paru intéressante. Et du coup, si vous avez ces valeurs-là, vous pouvez également surveiller. Si ça dépasse, vous revenez sur cette case-là. Alors, en TG basal, on a retenu que c'était moins de 1 en TG basal, que c'était largement suffisant. Par contre, si vous avez des cibles, on discutera quand même, autant que possible, autant que c'est réalisable, un traitement local, chirurgie ou radiothérapie externe, mais plutôt chirurgie. Moi, je ne crois pas beaucoup à les radiations un peu, voilà, mais je la vois plus en adjuvant qu'en traitement. J'ai pas eu, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais j'ai pas eu quand même des résultats extraordinaires sur des ganglions avec les rayons. Et puis après, on ne donne pas forcément de l'iode, mais on peut très bien prendre le temps de l'évaluation. Et si votre patient, après cette chirurgie, est totalement en rémission complète sur la biologie, et que vous avez enlevé la cible qui vous paraît être responsable de la TG, vous n'avez pas forcément besoin de traiter par l'iode radioactif, mais par contre, vous allez reprendre un peu la surveillance de cette façon-là, et si vous avez des valeurs qui vous disent qu'il vaut mieux traiter avec de l'iode, vous êtes toujours à temps, il n'y a pas de perte de temps en soi, vous avez le temps d'évaluer ce patient et de le traiter avec de l'iode en adjuvant ou pas, mais on a un peu pensé que c'était des seuils un peu consensuels, c'est-à-dire quand on met des seuils, c'est pour que ça convienne à peu près à tout le monde. Mais franchement, moi je traite même avec moins de 5.
Alors, la surveillance, elle a des objectifs. C'est si vous avez une excellente réponse, donc il n'y a plus de maladies ni biologiques, ni morphologiques, ni rien. Là, évidemment, ça vous ouvre la voie sur une surveillance très sympathique avec une échographie à 5 ans, un dosage annuel de TG, ça suffit. Et surtout, on ne freine plus la TSH. Dans des situations indéterminées, vous pouvez toujours garder cette petite TSH un peu basse, mais pas forcément freinée. Ça vous permet d'avoir un peu de marge. Le patient a des hormones thyroïdiennes libres qui sont dans la norme, qui restent dans la norme. Et après, on ne freine que si vous avez de la maladie résiduelle, qu'elle soit biochimique ou morphologique. On a considéré qu'il fallait une surveillance une fois par an, parce que la mode actuellement en France, c'est de dire on n'a plus besoin de surveiller pour peu qu'il y ait quelques relations un peu tendues entre les endocrinologues et les médecins nucléaires. On utilise le médecin généraliste pour dire bon, il sera surveillé par son médecin généraliste. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut que ce soit le médecin nucléaire qui s'occupe de la thyroïde ou l'endocrinologue qui surveille ses patients. Ça nous évite quelques histoires de chasse et ce n'est pas énorme de faire un dosage une fois par an. Alors je vous remercie, et pour ceux qui auraient l'occasion de venir à Barcelone, donc j'ai organisé un symposium, c'est juste avant le congrès, et je me suis pas mal dépensé, j'ai invité des gens assez intéressants, c'est pour faire un update sur le cancer de la thyroïde, avec Luca Giovanella, qui vient de Lugano, Elie Findier qui vient de Bordeaux, Frédéric Sebag qui est à Marseille, qui est un chirurgien endocrinien, et Marcus Luster pour l'iode et Sophie Le Bouleux pour les cancers, pour la redifférenciation. Alors j'en ai pas parlé, mais il faut savoir qu'aujourd'hui on a des résultats, enfin on a au moins des résultats préliminaires qui sont assez extraordinaires. On a des patients qui ne fixent pas du tout l'iode, qui sont traités par des thérapies ciblées pendant 5 semaines et qui se remettent à fixer de manière impressionnante l'iode radioactif. Pas tous malheureusement, mais on ne connaît pas les mécanismes, on ne sait pas très bien pourquoi ni comment, mais on a un protocole en cours actuellement en France avec l'IGR, et moi j'ai inclus 4 patients dans ce protocole, 4 ou 5 patients dans ce protocole. Sur 4, il y a 3 qui fixent, mais alors c'est incroyable, scintigraphie post-dose, la dernière scintigraphie post-dose totalement blanche. Dans le protocole, on leur refait une scintigraphie après stimulation par tyrogène, scintigraphie diagnostique. Et pour un de mes patients, il y en avait un à Lyon qui était impressionnant. Donc scintigraphie diagnostique avant la thérapie ciblée, c'est dabrafenib et trametinib pour les patients mutés BRAF. Et donc on leur fait une scintigraphie avant la thérapie ciblée, on donne dabrafenib et trametinib pendant 5 semaines. On leur refait une scintigraphie diagnostique. Et sur un cas chez moi et un cas à Lyon, on voit vraiment la scintigraphie diagnostique qui se remet à fixer. On donne donc là, à ce moment-là 150 millicuries sous tyrogène. La scintigraphie post-thérapeutique est vraiment extraordinairement impressionnante avec des fixations de maladies qui ne fixaient pas. Et j'en ai 2 qui ont plus de 30% de réponses morphologiques sur RECIST, sur les scanners à 3 mois et 6 mois, et que je vais retraiter avec un deuxième run de thérapie ciblée et d'iode 131. Donc ça ouvre des voies sur la redifférenciation. Et pour ceux qui viendraient donc à Barcelone, Sophie Le Bouleux nous a montré des diapositives extraordinaires. Donc ils ont biopsié un ganglion avant la thérapie ciblée. Ils ont rebiopsié le même ganglion après la thérapie ciblée. Elle a montré les diapositives. On voit vraiment un follicule thyroïdien qui s'est refait. Avant, on avait une espèce de cellules qui s'étaient un peu dispersées, il n'y avait aucune organisation. On a l'impression qu'il y a une repolarisation des cellules et elles se remettent en follicule, elles se remettent à se souvenir que tiens, mince, je suis thyroïdienne et je ne suis pas cancéreuse. Et c'est assez impressionnant. Les mécanismes, pour l'instant, restent inexpliqués, un peu obscurs, mais toujours est-il que visuellement et sur ces patients, on a des réponses avec ces traitements. Donc c'est très prometteur pour la redifférenciation. Voilà. Merci pour votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop long. Comme vous voulez. Oui, oui, madame. Alors, moi, je voudrais intervenir sur la classification anatomopathologique utilisée comme critère de traitement. Dans notre service, on utilise beaucoup de critères avant de décider de traiter ou pas avec l'iode 131. Parce que, bien sûr, un microcarcinome pourrait être aussi métastatique et des métastases aussi bien à distance que loco-régionales. Donc, nous avons opté pour l'utilisation de plusieurs critères. D'abord,
le critère anatomopathologique. Le deuxième critère, c'est le critère de l'âge, qui est très important. Le sexe, enfin, les critères de mauvais pronostic pour le cancer de la thyroïde. Et tous ces critères-là, nous en prenons compte. La nature histologique de la cellule, est-ce qu'elle est papillaire bien différenciée ou pas? Le critère anatomopathologique, bien sûr. Et puis, en post-op, l'échographie cervicale et obligatoirement la TG et l'anti-TG. Parce que nous avons eu, par exemple, des microcarcinomes avec une TG à 2 et il s'avère qu'il y avait des métastases. Une TG à 2 en frénation. Et ce sont des malades qui avaient des métastases alors que c'était simplement un microcarcinome. Donc le traitement et l'activité à administrer est décidée après tout ce bilan et après avoir étudié tous les critères de pronostic. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est l'approche clinique en fait. Donc quand on a un patient, évidemment, la taille tumorale n'est pas forcément prédictive de tout. Mais c'est vrai que si vous avez un homme de plus de 50 ans et qui a une maladie qui semble ne pas être très agressive, vous allez vous souvenir que c'est un homme, vous allez vous souvenir qu'il a plus de 50 ans, et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez dire peut-être que je le traiterai parce qu'il a ces deux critères associés. Si vous avez une histologie agressive, un sous-type papillaire agressif, vous allez évidemment tenir compte, même si c'est une tumeur qui fait 1,4 cm. Donc c'est sûr que... Voilà. Sima, j'ai une question. C'est vrai c'est connu, on parle souvent, plus souvent des trains ou des avions qui n'arrivent pas à l'heure, plutôt que ceux qui arrivent à l'heure. Tu as parlé des cancers thyroïdiens réfractaires. Et alors tu as répondu en partie à la réponse, à la question que j'avais en tête à partir du moment où tu as parlé des cancers thyroïdiens réfractaires. Alors, on sait que ces cancers thyroïdiens, en tout cas, certaines études ont montré que c'était associé à des mutations génétiques. Tu as souvent cité Sophie Loblieu dans ta présentation. Alors, je sais que l'IGR est un centre national de référence sur les cancers réfractaires. Alors, vous êtes sans doute associé, puisque j'ai vu que vous avez un protocole où tu as inclus des patients. Alors, ma question, elle est double. Ces cancers thyroïdiens réfractaires, est-ce que vous arrivez à faire des évaluations génétiques systématiques chez ces patients-là? Alors j'ai bien compris que ce n'était pas un outil de routine et ce n'était pas facile à avoir. Alors est-ce que vous le faites systématiquement dans ces situations-là? Et puis effectivement, il y a, je crois, toujours des protocoles thérapeutiques sur ces patients-là avec des thérapies ciblées qui sont proposées, notamment des inhibiteurs de kinase. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors j'ai vu que vous les discutiez en RCP. Comment aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, vous les prenez en charge, ces cancers réfractaires? Alors, c'est vraiment, le modèle français est un modèle extraordinaire qui n'existe pas dans les autres pays européens, et on l'a même, j'ai eu l'occasion dans des réunions au cours à l'ETA de le discuter, d'en parler avec les collègues européens. Effectivement, tous les dossiers, tous les patients métastatiques, qu'ils soient réfractaires ou pas, sont déjà discutés à la RCP Tuturef. Donc c'est une web conférence, on pourrait se connecter d'Alger, c'est pas vraiment compliqué, il suffit juste d'avoir l'accord de Tuturef, tu pourrais te connecter de ton bureau à Alger et de présenter ton cas clinique, on envoie un PowerPoint avec toutes les données du patient, on envoie donc à l'IGR parce que c'est eux qui ont la base, on remplit une fiche RCP et après on se voit en webconférence dans mon bureau, je suis dans mon bureau, je présente mon cas à tous mes collègues et c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement la stratégie qui en sort c'est 20 experts français, 25 experts français, tous les centres sont connectés, il n'y a pas un centre qui n'est pas connecté. Et alors, en plus, il y a eu un petit peu, c'est anecdotique, mais c'est vrai que Schlumberger avait une très forte personnalité, donc c'était lui qui disait ce qu'il fallait faire. Et plus récemment, c'est Sophie Loblieu qui a pris un peu la relève, et qui a carrément pris la relève ces derniers temps. Et c'est vrai que ça ouvre un peu plus la discussion, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on revient vers le patient, on ne lui dit pas « je suis votre sauveur ». J'ai discuté avec mes collègues au niveau national votre dossier et mes collègues ont proposé cette prise en charge. Et après, c'est vrai que quand un malade est très métastatique, une maladie très avancée, il n'y a pas de miracle. Hein. Bon, voilà. Mais globalement, je ne sais pas, comme ça, dans ma file active d'aujourd'hui, j'ai un patient qui est arrivé avec un épanchement pleural massif, qui est arrivé avec des métastases osseuses, etc. Bon.
j'ai fait la recherche de mutation, il est muté BRAF, on l'a mis sous trametinib et dabrafenib, ça fait 2 ans que ce patient est franchement bien contrôlé, il n'a pas mal, sa maladie ne progresse pas, on n'a pas non plus guéri sa maladie, mais c'est un homme qui continue d'aller à la chasse, qui n'est pas du tout gêné dans sa vie de tous les jours. Bon, voilà, on sait que ça ne va pas durer, on sait qu'il va y avoir un moment. Et après, en permanence, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en permanence arrivent des protocoles. Actuellement, on a un protocole dans le centre qui associe une thérapie ciblée et une immunothérapie. Et donc, j'ai l'impression que la route est ouverte, la voie est ouverte et que probablement on arrivera vers enfin, on suit un peu, je ne sais pas, vous connaissez tous l'exemple du mélanome avec l'immunothérapie, c'est quand même un progrès extraordinaire. Donc je crois que la thyroïde bénéficie de ce mouvement oncologique et ça marche très bien. Je n'ai pas parlé d'un autre aspect, c'est la dosimétrie, parce qu'on ne la pratique pas et je crois que vous connaissez bien en cas Avram. Je ne sais pas, non? Oui, j'ai vu que vous avez fait un papier ensemble. Et Anka est venue nous plancher à Toulouse l'année dernière. Je l'avais invitée aux Journées thyroïdiennes à Toulouse. Elle est venue nous plancher sur son travail sur la dosimétrie. Elle a des résultats assez bluffants, vraiment. Mais elle a de l'iode dans son tiroir. C'est-à-dire, en fait, nous, on ne peut pas faire ça en France, mais elle a de l'iode juste... elle ouvre le tiroir, elle dit « je veux donner 350 ». Elle donne de l'iode en liquide, ce qu'on ne peut plus faire en France. Et on a essayé de monter un protocole avec Jérôme Clair sur ça, avec la dosimétrie. On a été confronté à des problèmes de radioprotection en particulier.